Des aventuriers ont connu des sorts plus terrifiants que tout ce que l'on pourrait imaginer au cœur de forêts reculées, de montagnes glacées et de vastes parcs nationaux. Voici quelques-unes des tragédies les plus effroyables jamais documentées, des récits glaçants de survie qui ont tourné au cauchemar avec une issue fatale. Rejoignez-nous pour découvrir les détails déchirants de ces morts prématurées. C'était l'été 2021 et Yevgeny Starkov, un touriste de 42 ans originaire de Moscou, visitait le parc naturel de Yergaki, situé dans la région de Krasnoyarsk en Sibérie. Tôt un matin, Starkov et ses 3 compagnons, Anton Shelkunov, 42 ans, Yevgeny Dobrorodny, 33 ans, et Pavel Jemchugov, 32 ans, ont rangé leur campement et ont repris leur randonnée. Cependant, à leur insu, les touristes étaient observés par un cauchemar vivant et respirant. Le parc naturel de Yergaki, établi en 2005, est une zone protégée connue pour ses paysages variés, incluant des lacs glaciaires, des montagnes, des canyons et des rivières. S'étendant sur plus de 217 000 hectares, il est souvent comparé au parc national de Yosemite. Le parc abrite une importante population d'ours bruns, estimée à environ 450 individus. Ces ours sont les carnivores les plus nombreux de la région et sont connus pour leur activité au crépuscule ainsi que durant la journée lorsqu'ils cherchent de la nourriture. Ce matin-là, alors que Yevgeny Starkov et ses compagnons rangeaient leur tente, l'un des nombreux ours du parc est apparu à environ 6 mètres d'eux. L'ours était une créature terrifiante avec une tête massive et de la salive s'égouttait de sa bouche. L'animal a observé le groupe pendant un moment, puis sans prévenir, il a chargé en direction des campeurs. 3 d'entre eux se sont enfuis dans différentes directions, cherchant à atteindre un terrain plus élevé pour échapper à la poursuite de l'animal. Mais Yevgeny Starkov n'a pas eu autant de chance. L'homme de 42 ans n'a pas réussi à échapper à l'ours. Ses compagnons, qui avaient grimpé à environ 50 mètres d'altitude pour se mettre hors de portée, ont assisté avec horreur à l'attaque. Depuis leur position, ils pouvaient voir l'ours déchirer et consommer activement le corps de leur ami. L'ours a brièvement dirigé son attention vers eux avant qu'ils ne se déplacent encore plus loin pour être en sécurité. Inquiets pour leur sécurité et incapables de venir en aide à Starkov, ils sont restés en hauteur pendant environ 15 minutes avant de chercher de l'aide. Mais cela était plus facile à dire qu'à faire. En raison de la nature isolée de la région et du manque de chaussures adaptées, les 3 hommes ont été contraints de marcher pendant 7 heures pour atteindre un lieu sûr et alerter les autorités. Le comité d'enquête russe a confirmé que les survivants avaient signalé l'attaque. Des pluies abondantes et un terrain difficile ont entravé les efforts de sauvetage et d'enquête, empêchant les autorités d'atteindre le site par hélicoptère. La recherche des restes de Starkov a été retardée à cause de ces conditions, et les responsables continuaient de travailler pour accéder à l'emplacement malgré les défis persistants. Suite à cet incident, les autorités du parc ont fermé certaines sections de la zone aux visiteurs pour éviter d'autres rencontres. L'attaque a suscité des préoccupations quant aux mesures de sécurité pour ceux qui campent dans la région. Des experts en faune sauvage ont supposé que la nourriture des campeurs pourrait avoir attiré l'ours. Les responsables de la faune ont continué de surveiller la région et d'évaluer les menaces potentielles liées à l'activité des ours. L'incident a également mis en lumière les défis liés aux interventions d'urgence dans les zones éloignées et difficiles d'accès. En raison du terrain accidenté du parc, les opérations de sauvetage ont été considérablement retardées, affectant les délais de réponse dans une situation critique. L'attaque mortelle sur Yevgeny Starkov rappelle les dangers que représentent les rencontres avec la faune sauvage dans des endroits isolés. Leilson de Souza avait passé des années à guider des randonneurs sur les sentiers escarpés du parc national de Tijuca à Rio de Janeiro, un endroit qu'il connaissait intimement. Alpiniste expérimenté et étudiant en gestion environnementale, cet homme de 36 ans était passionné par la nature. Son amour pour le plein air l'avait conduit sur certains des sommets les plus exigeants du Brésil, notamment la montagne d'Edo de Deus dans le parc national de Serra dos Orgãos. Le 19 novembre 2023, il s'est lancé dans ce qui aurait dû être une autre expédition routinière. Mais ce qui avait commencé comme une aventure excitante s'est terminé en tragédie. Ce dimanche matin, Leilson a rencontré un groupe de randonneurs dont Carla Araújo, 26 ans, et son mari, alors qu'ils se préparaient pour la randonnée. L'itinéraire prévu les mènerait à Pedra da Gavea, un monolithe imposant offrant une vue panoramique de la ville en contrebas. Malgré sa connaissance du parc et de son climat imprévisible, de Souza a assuré au groupe que, bien que la pluie soit prévue pour plus tard dans l'après-midi, il était encore sûr de continuer. Les conditions météorologiques dans le parc national de Tijuca pouvaient changer rapidement, mais il croyait qu'il pourrait atteindre le sommet à temps pour profiter de la vue avant que l'orage n'arrive.
Le parc national de Tijuca est l'une des plus grandes forêts tropicales urbaines au monde, abritant une grande diversité de flore et de faune. C'est une destination populaire pour les randonneurs et les touristes, offrant de nombreux sentiers menant à des cascades, des grottes et des paysages magnifiques. Le parc reçoit des millions de visiteurs chaque année grâce à sa proximité avec la ville. Mais son terrain montagneux et ses changements soudains de météo peuvent en faire un lieu dangereux pour les non-préparés. Cependant, Leilson de Souza n'était pas un amateur, il guidait des groupes depuis une décennie et était digne de la confiance de ceux qui le suivaient dans la nature. Le groupe a commencé son ascension, progressant à travers une végétation dense et escaladant des pentes rocheuses. À mi-chemin, une pluie légère a commencé à tomber, comme l'avait prévu le guide. Il s'est arrêté pour s'assurer que tout le monde allait bien et a proposé au groupe de rebrousser chemin. Ils ont décidé collectivement de continuer, encouragés par sa réassurance qu'ils pourraient peut-être encore apercevoir le soleil au sommet. Les esprits étaient élevés tandis qu'ils continuaient malgré la bruine qui s'intensifiait. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait se produire. Alors qu'ils approchaient du sommet, les randonneurs se sont arrêtés pour se reposer et profiter du paysage. Carla Araujo a commencé à enregistrer une vidéo selfie capturant l'arrière-plan spectaculaire et l'excitation de leur progression. Dans les images, on voit Leilson de Souza marcher au sommet d'un rocher voisin, avec son sac à dos vert et sa casquette noire visible contre le ciel gris. Quelques instants plus tard, un bruit assourdissant de tonnerre a éclaté. Un éclair a frappé, sans prévenir, touchant de Souza avec une force dévastatrice. L'impact a été instantané et le choc l'a projeté au sol. Les randonneurs ont crié de choc et d'horreur en réalisant ce qui s'était produit. L'enregistrement de Carla s'est terminé brusquement et la caméra a tremblé. La panique a gagné le groupe alors qu'ils essayaient de comprendre la tragédie. Certains ont voulu redescendre immédiatement, mais la peur d'un autre éclair les a paralysés, laissant le groupe dans l'incertitude. Les services d'urgence ont été contactés. Un hélicoptère a été dépêché, mais lorsque les ambulanciers sont arrivés, Leilson de Souza, âgé de 36 ans, avait déjà succombé à ses blessures. Son corps a été transporté par voie aérienne tandis que les randonneurs, encore sous le choc, étaient accompagnés en bas de la montagne par l'un de ses frères qui se formait lui-même pour devenir guide touristique. Sa famille a eu du mal à comprendre la nature soudaine et improbable de sa disparition. Son frère, Leonardo Barros, a exprimé son incrédulité, affirmant que, bien qu'ils aient toujours été conscients des risques liés à l'alpinisme, ils n'avaient jamais imaginé que la foudre serait la cause de sa mort. Il a décrit Leilson comme une personne altruiste, qui avait consacré sa vie à aider les autres à découvrir la beauté de la nature, en particulier les personnes âgées et celles qui étaient novices en randonnée. Bien que les décès liés à la foudre soient rares, statistiquement, les chances d'être frappés sont inférieures à 1 sur 1 million. Lorsqu'ils surviennent, ils peuvent avoir des effets dévastateurs. Selon les centres de contrôle et de prévention des maladies, environ 40 millions d'éclairs frappent le sol chaque année aux États-Unis, avec un taux de survie d'environ 90%. Cependant, dans le cas de frappes directes, les conséquences sont souvent mortelles. Leilson de Souza a été enterré à Rio de Janeiro, laissant derrière lui un héritage de passion, d'aventure et un amour inébranlable pour le plein air. Le 6 avril 2024, Monika Woroniecka était une pédiatre dévouée de 58 ans, une épouse aimante et une mère attentionnée, dont la vie était dédiée à prendre soin des autres. Née en Pologne en 1965, elle avait immigré aux États-Unis en 1992 avec son mari, Robert. Au fil des ans, elle s'était bâtie une réputation de spécialiste respectée en allergologie et immunologie, travaillant au Stony Brook Medicine pendant plus de 2 décennies. Au-delà de sa profession, Monika était une aventurière dans l'âme. Sa dernière passion était la nouvelle caravane Airstream que la famille avait récemment achetée, qu'elle avait affectueusement surnommée Nebula. Elle la voyait comme un moyen d'exploration permettant à elle et à Robert d'entreprendre d'innombrables aventures lors de leur retraite anticipée. C'était un rêve qui s'est tragiquement terminé ce jour d'avril fatidique. Le samedi 6 avril 2024, la famille Woroniecka s'est lancée dans un voyage de 8 heures de Stony Brook, Long Island, à Cap Vincent, dans le nord de l'État de New York. Ce voyage avait une signification particulière. Ils s'étaient réunis pour assister à l'éclipse solaire très attendue, un événement que Monika attendait avec impatience depuis des semaines. Passionnée par l'expérience, elle avait pris le temps d'en apprendre plus sur l'espace, sélectionné avec soin les meilleures lunettes pour l'observation de l'éclipse et rempli la caravane des plats préférés de chacun.
Deux de leurs filles, Elena et Alexandra, les ont accompagnées, prêtes à vivre cette occasion mémorable. Monica avait passé la majeure partie du trajet dans le camion avec Robert et Elena. Mais après un arrêt pour acheter une glace dans un magasin Stewart, Monica a décidé de monter dans l'Airstream pour les 20 dernières minutes. Fatiguée par le voyage, Elena s'est allongée sur le lit tandis que sa mère s'activait dans la caravane, vérifiant que tout était en ordre. Mais une tragédie s'est produite alors que le camion gris Ram 2019 de la famille tractait l'Airstream sur la route 12E, à Brownsville dans l'État de New York. La porte côté passager de la caravane, conçue pour s'ouvrir vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur contre le vent, s'est soudainement ouverte sous l'effet d'une rafale puissante. La force du vent a entraîné Monica vers la porte ouverte et elle s'est instinctivement accrochée à la poignée, tentant désespérément de tenir bon. Sa fille n'a pu qu'assister, horrifiée, à la scène tandis que Monica restait suspendue au-dessus de la route en mouvement. Les conducteurs derrière l'Airstream ont vu cette scène terrifiante se dérouler. Le vent s'opposait à sa prise et sans moyen de retrouver son équilibre, Monica a perdu son emprise. Elle a été projetée hors de la caravane en mouvement, frappant violemment sa tête sur l'accotement de la route. Les témoins ont immédiatement appelé les secours tandis que l'Airstream s'arrêtait. Monica a été transportée d'urgence au service des urgences du Samaritan Medical Center, mais malgré les efforts pour la sauver, elle a succombé à ses blessures et a été déclarée morte à l'hôpital. Ce qui devait être un voyage familial joyeux s'est transformé en un cauchemar inimaginable. L'hôpital pour enfants de Stony Brook, où elle avait consacré une grande partie de sa vie, a publié une déclaration exprimant leur dévastation face à la perte d'une collègue bien-aimée. Ses patients et leurs familles ont pleuré le décès d'un médecin qui avait passé des décennies à offrir soins et conseils. Ses filles ont parlé de sa générosité sans limite et de son amour, peinant à comprendre la nature soudaine et absurde de l'accident. L'incident a également soulevé de graves questions sur la sécurité des caravanes. À New York, il est illégal de monter dans une Airstream en mouvement, une réglementation visant à prévenir des tragédies comme celle-ci. Les consignes de sécurité d'Airstream déconseillent de voyager dans leurs caravanes, affirmant qu'elles ne sont pas conçues pour transporter des passagers en raison de l'absence de ceinture de sécurité et de sièges fixes. Cependant, voyager dans une caravane tractée est légal dans certains États. Elena, tout en reconnaissant que la mort de sa mère était un terrible accident, a pointé un défaut de conception potentiel dans la caravane, sa porte s'ouvrait vers l'intérieur plutôt que contre le vent, la rendant vulnérable aux rafales soudaines. L'amour de Monica pour l'aventure et son dévouement à sa famille définissaient sa vie, rendant sa perte encore plus déchirante. La famille, désormais confrontée à son deuil, n'a que des souvenirs de cette femme qui avait consacré sa vie à prendre soin des autres. Joe Eggy Eggleston n'était pas étranger aux montagnes. Âgé de 59 ans, il avait passé des décennies à travailler comme ingénieur en vapeur pour le Mount Washington Cog Railway, guidant un train historique à charbon jusqu'à l'un des sommets les plus redoutables du nord-est des États-Unis. Joe avait une passion inébranlable pour son travail et son environnement. Bien qu'il soit profondément sourd depuis son enfance en raison d'une méningite, il n'a jamais laissé sa condition freiner ses rêves. Pour ceux qui le connaissaient, il n'était pas seulement un ingénieur ferroviaire, il était un homme dont la chaleur et l'enthousiasme laissaient une empreinte durable sur tous ceux qu'il rencontrait. Le matin du samedi 10 décembre 2022, Joe et sa femme Kelly, 57 ans, se sont lancés dans ce qui devait être une randonnée simple mais gratifiante. Leur destination était le sommet du mont Willard, un sommet populaire du Crawford Notch State Park, connu pour ses panoramas à couper le souffle sur les montagnes blanches. La randonnée était considérée comme modérée, s'étendant sur 5 km aller-retour avec un dénivelé de moins de 275 mètres. C'était un parcours où des randonneurs de tout niveau, y compris des enfants, pouvaient profiter d'une montée paisible et être récompensés par une vue splendide au sommet. En atteignant le sommet en fin de matinée, Joe et Kelly se sont arrêtés pour admirer le paysage. L'air était vif et malgré la beauté environnante, le sol était glissant à cause de la glace, un danger fréquent pendant les mois les plus froids. Le couple a sorti son appareil photo pour immortaliser ce moment, documentant une aventure de plus ensemble. Mais en un instant tragique, tout a changé. Alors que Kelly se tenait à proximité, elle a soudainement entendu Joe crier. Se tournant vers lui, elle a vu ce que personne ne voudrait jamais voir. Il n'était plus sur un sol solide, mais suspendu au-dessus d'un précipice escarpé. Avant qu'elle ne puisse réagir, il a perdu prise et a chuté le long de la falaise abrupte. Affolée, Kelly a immédiatement appelé les secours,
et l'appel désespéré a été enregistré vers 10h30 du matin. Mais les efforts de sauvetage étaient loin d'être simples. Le terrain était périlleux et le paysage recouvert de glace rendait toute tentative d'atteindre Joe presque impossible. Les agents du New Hampshire Fish and Game et les membres des services de secours en montagne se sont mobilisés aussi rapidement que possible. Mais il leur a fallu près de 3 heures pour descendre en rappel en toute sécurité le long de la falaise. À 14h30, l'équipe de secours a atteint la zone où Joe était tombé. Il avait chuté d'environ 90 mètres, atterrissant bien en contrebas sur un terrain escarpé et impitoyable. Il n'y avait aucun espoir de le sauver, il a été déclaré mort sur place. La tâche éprouvante de récupérer son corps a pris encore plusieurs heures, les conditions glacées rendant la navigation sur la montagne difficile même pour les sauveteurs les plus expérimentés. Ce n'est qu'aux alentours de 18h45 qu'ils ont enfin atteint le parking du sentier avec les restes de Joe. La nouvelle de sa mort s'est rapidement répandue, provoquant une onde de choc dans la communauté soudée du Mount Washington Cog Railway. Pendant plus de 30 ans, Joe avait été un visage familier sur le chemin de fer, guidant les touristes jusqu'au plus haut sommet du nord-est des États-Unis avec une main sûre et un amour pour son métier. Ses collègues ont eu du mal à accepter la perte soudaine d'un homme si dévoué aux montagnes. Amis et collègues ont rendu hommage, tous exprimant le même sentiment. Joe n'était pas seulement un ingénieur talentueux, mais une âme bienveillante qui laissait une marque sur tous ceux qu'il rencontrait. Le Mount Washington Cog Railway a publié une déclaration honorant la vie et la passion de Joe, rappelant ses mots sur l'épanouissement qu'il avait trouvé dans sa carrière malgré sa surdité. Ou ailleurs, un homme sourd pourrait-il réaliser son rêve de conduire une locomotive à vapeur? La mort de Joe a rappelé à la fois la beauté et le danger de la nature sauvage qu'il aimait tant. Pourtant, pour ceux qui le connaissaient, l'héritage de Joe ne sera pas défini par sa mort, mais par sa vie. Ryan O'Carroll était un jeune entrepreneur déterminé et ambitieux, qui abordait la vie avec enthousiasme et une volonté inébranlable de réussir. À seulement 25 ans, il avait fondé une entreprise de télécommunications primée, Yo Telecom, avec son associé Nathan Hanslip. Sa passion ne se limitait pas au domaine professionnel. Il était également un surfeur passionné, un aventurier, toujours en quête de nouvelles expériences. Mais dans la nuit du 10 août 2018, un tragique accident s'est produit dans les bois tranquilles du parc Tehidi Country, plaçant Ryan O'Carroll au cœur du drame. Ce jour-là, Ryan, sa femme Stephanie Leal Sanchez et son frère Nick, âgé de 11 ans, avaient voyagé de Southampton à Cornwall pour des vacances de surf. Leur programme incluait une visite au festival Boardmasters à Newquay. Mais avant cela, ils avaient décidé d'installer leur campement dans le cadre paisible du parc Tehidi Country. Arrivés tard dans la soirée, vers 23h, ils ont cherché un endroit juste à côté d'un sentier près du parking de East Lodge, loin de la foule principale du festival. Utilisant uniquement la lumière d'une lampe de téléphone pour naviguer dans l'obscurité, Ryan a sélectionné 3 arbres pour suspendre leur tente Tencel, un abri de style hamac conçu pour un camping en hauteur. Ryan a sécurisé la tente à l'aide de sangles à cliquet, l'attachant à environ 2,7 mètres du sol, bien au-dessus de la hauteur recommandée par le fabricant de 1,2 mètres. Il avait tiré sur les coins pour s'assurer qu'elle était stable, confiant dans son installation. Nick, âgé de 11 ans, est monté en premier, suivi de Stephanie. Alors qu'elle était à mi-chemin dans la tente, soutenue par Ryan, la catastrophe s'est produite. La tension exercée par les sangles a mis une énorme pression sur l'un des arbres, un frêne de 6 mètres qui était mort depuis au moins 3 saisons de croissance. Sans avertissement, l'arbre s'est déraciné et s'est effondré directement sur Ryan, le frappant à la tête et l'écrasant sous son poids. Stephanie a perdu connaissance en tombant au sol. Secoué mais indemne, Nick s'est relevé et a couru chercher de l'aide. Par chance, il a réussi à arrêter Nathalie Jupp, qui passait avec ses 3 enfants. Son fils Daniel, âgé de 19 ans, s'est précipité pour évaluer la situation, reconnaissant immédiatement la gravité de l'accident. Voyant Ryan coincé sous l'arbre massif, il a crié pour demander de l'aide. Consciente de l'urgence, Nathalie a appelé les services d'urgence, demandant l'envoi de pompiers pour soulever l'arbre. Pendant que la situation évoluait, d'autres passants, dont l'ami de Daniel, Timmy Nibone, sont arrivés pour aider. Ensemble, ils ont réussi à soulever l'arbre du corps de Ryan. Il était inconscient, sans pouls détectable. Nathalie a pratiqué une réanimation cardio-pulmonaire jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. Miraculeusement, ils ont réussi à rétablir un battement de cœur et Ryan a été transporté d'urgence à l'hôpital Royal Cornwall avant d'être transféré à l'unité de traumatologie majeure de l'hôpital d'Hereford à Plymouth.
Malgré les efforts de l'équipe médicale, les blessures de Ryan étaient catastrophiques. Il avait subi des fractures du crâne et du visage, un traumatisme cérébral sévère et une défaillance multiviscérale. Son état a été jugé irréparable et le 12 août 2018, il a été déclaré mort. Une enquête sur sa mort a révélé que bien que le camping ne soit pas autorisé dans le parc Tehidi Country, aucun avertissement n'avait été mis en place concernant l'arbre dangereux. 2 agents de la campagne avaient noté son état de détérioration, mais il n'avait pas été classé comme un risque significatif. Les directives de la commission forestière recommandaient que les arbres morts restent en place, sauf s'ils étaient jugés un danger immédiat, une évaluation qui n'avait pas pris en compte les pressions uniques causées par les tentes aériennes. Le jury a conclu que la mort de Ryan était un tragique accident. Suite à la tragédie, les hommages à Ryan ont afflué. Ses parents, Jeff et Giselle O'Carroll, l'ont décrit comme tenace et passionné, un homme qui embrassait la vie sans hésitation. Sa femme Stephanie a parlé de son impact profond sur sa vie, se souvenant de lui comme une source inébranlable d'amour et d'inspiration. Son associé Nathan Hanslip l'a qualifié de « meilleur ami inspirant » dont la volonté et l'ambition avaient laissé une empreinte indélébile sur ceux qui l'ont connu.